quand Charles m'a invité, il lui a dit, vous savez, je ne suis pas une chercheuse en sciences sociales. Donc, qui suis-je? Je vais répondre à la question que vous posent les psychanalystes d'ailleurs, d'où on parle. Vous avez beaucoup posé cette question, d'où je parle. Eh bien, alors, je parle d'où je pars, c'est-à-dire du terrain. Le terrain, c'est le lieu où se passent, où se disent les choses et où s'exercent les rapports sociaux. C'est là où se trouve, là je citerai Hannah Arendt, la vérité de fait. Au contraire dans toute sa dimension coercitive, hein, au contraire de toutes ces vérités de croyances, de religion, de convictions, de préjugés, qui auront tout le temps à cœur d'ensevelir les premières. Alors, vérité des faits, mais aussi vérité des mots, vérité du réel. Et je dois dire que c'est toujours avec la plus grande humilité que je vais sur le terrain, et le plus grand respect par rapport à la parole recueillie, et que je restitue, une parole qui n'est pas simplement de l'information, mais qui est de la pensée en acte. Et là, j'étais très contente en lisant la méthode de l'égalité de Jacques Rancière, de voir que d'une certaine manière, il adoubait ma démarche, puisqu'il disait que finalement, cette pensée en acte, cette pensée en élaboration, elle était d'égale importance à celle des savants. Et je reviendrai en fin de mon intervention sur, à mon avis, l'articulation nécessaire qu'il faut faire entre la parole des savants et la parole du terrain. Alors, j'en viens maintenant à mon propos, hein, que j'ai intitulé la résistible ascension de l'insensé. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure, pourquoi j'ai emprunté au titre de Brecht. Cette incroyable crise de sens, crise morale, hein, qui est consubstantielle à cette fuite en avant du système, de notre système totalisant, totalitaire d'une fabrication d'un monde entièrement dévoué aux intérêts du marché, qui est une crise morale, crise du sens, crise morale, mais vraiment au vrai sens du terme, c'est-à-dire une crise au sens directionnel du terme, quoi, où est-ce qu'on va? Et alors bien sûr, on pourrait essorer l'ensemble de nos existences, comme le présentait Charles dans son introduction, pour faire surgir cette crise du sens. Alors moi, comme je suis une bonne élève, je suis très obéissante, j'ai répondu à la demande de Charles, c'est-à-dire de parler à la fois du sexe, qui a été mon premier domaine de recherche, hein, sur les rapports entre libéralisme et sexualité, et le travail, et j'ai fait un pont entre les deux, qui est celui du management, parce que finalement, tout ça, ça se manage. Alors, j'avais consacré un de mes livres que j'ai appelé La nouvelle guerre du sexe, où j'utilisais une grille de lecture, où j'utilise une grille de lecture économique pour montrer comment notre sexualité et comment le libéralisme économique a fait main basse sur notre sexualité et réduit finalement notre sexe, notre sexualité à une entreprise comme une autre qu'on doit manager. Alors je vous cite les mots du vocabulaire managérial qui est appliqué à la sphère intime. Il convient de réussir sa vie sexuelle, de l'optimiser, de faire fructifier son capital sexuel, d'être efficace, d'être performant, et quelquefois même, alors là ça devient compliqué, d'ailleurs je vous demande de m'excuser si j'utilise quelquefois des mots qui vont accrocher, qui vont percuter peut-être vos oreilles chastes. Donc on nous demande même d'être bonnes au lit, nous les femmes. Et alors, à travers un décryptage de la presse féminine qui est extrêmement prescriptive, hein, prescriptrice, je me tourne vers le belge, on voit comment le discours médiatique dominant sature les consciences de normes et d'injonctions paralysantes, tout en s'abritant derrière le flambeau de la libération sexuelle. Cette standardisation du traitement de la thématique sexuelle nous sert non pas une pensée sur le sexe, mais un guide des bonnes conduites. Et alors vont être convoqués pour la diffusion de ces bonnes conduites ces incontournables coachs qui sont ce que j'appelle des petits soldats, des bons petits soldats de la pensée des bonnes conduites libérales, et que j'appelle aussi des experts en tuyauterie génitale. Et ces bons petits coachs, ils vont nous dire comment jouir en leçon.
rejouir, c'est que dans la logique économique libérale, l'organe, on va nous dire comment astiquer nos organes, par exemple. Hein. L'organe a un énorme avantage sur le désir. C'est que le désir, alors je prends désir au sens primaire du terme, hein. Le désir, il ne se décrète pas, il ne se commande pas, alors que l'organe, on peut tout à fait le domestiquer. Donc, pour le libéralisme, c'est formidable. On peut commander l'excitation en s'attaquant à l'organe à travers toute une batterie d'accessoires qui prétendent donc réduire notre sexualité à du sexe hygiénique, désincarné, désubjectivé, désexualisé. Alors que la sexualité, me semble-t-il, est d'abord un éprouvé. Alors, bras armé du marketing sexuel, le sextoy. Alors, je me suis déchaînée contre le sextoy, que j'appelle moi, enfin que j'ai défini comme étant l'icône de la pénétration marchande de notre intimité. Alors, le sextoy, il induit la promotion de l'activité idoine, c'est-à-dire la masturbation. J'ai rien contre la masturbation. Mais revisité par l'idéologie néolibérale, ça donne quoi? L'individu coupé des autres, puisqu'elle va être érigée en icône de la modernité. Icône, comme je vous l'ai dit, la nouvelle branchitude du sexe sans autrui, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre. Avec mon sextoy, je n'ai besoin de personne. C'est la nouvelle branchitude. Je me suis même amusée à détourner un alexandrin de Molière de l'école des femmes. Vous vous souvenez de... Enfin, vous avez peut-être en tête ce vers, hein, cet alexandrin. Arnolphe disant à Agnès, votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute-puissance. Alors j'ai détourné l'alexandrin en utilisant sexe cette fois au sens sexuel du terme, et ça donnait, j'étais très contente de moi, je ne sais pas si je vais faire un bide ou quoi, enfin je vous le soumets. Alors moi ça a donné, votre sexe n'est là que pour le frottement, du côté du sextoy et la toute-jouissance. Dans cette externalisation de la fabrique de l'excitation entre évidemment la pornographie, au service d'une taylorisation du jouir, sous toutes ses formes, les plus barbares aux plus violentes, avec mise en scène de femmes dans des exercices qui sont vraiment proches d'exercices de foire. Nous sommes très 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 loin d'un discours soi-disant libertaire qui voudrait faire passer les actrices porno ou les prostituées pour ces icônes de l'émancipation sexuelle. Parce que pour en avoir rencontré un très grand nombre durant mes enquêtes, je peux vous assurer que j'étais très très loin du plein épanouissement sexuel, mais plutôt de plein pied dans une activité économique hautement mortifère, aliénante et violente, même si elle s'avance sous l'argument du consentement. Ça, cet argument du consentement, on parlait de Rowan Hugien tout à l'heure, qui n'a que le mot consentement à la bouche pour tout justifier, parce qu'en fait, on sait bien que le consentement n'exclut pas la contrainte, notamment quand elle est économique. Et alors, après le travail pornographique, c'en est un autre aujourd'hui qui se fait jour, c'est le travail reproductif, à travers la gestation pour autrui. Autrement dit, la mise à disposition d'autrui de l'utérus féminin. Ainsi, le lobbying qui se développe autour des mères porteuses, au nom du droit à l'enfant, parviendra demain, n'en doutons pas, à la reconnaissance officielle de la fabrication d'enfants par le truchement de travailleuses de l'utérus qui seront embauchées en CDD de 2 ans, qui seront éventuellement licenciables en cas de défaut de fabrication. J'ai un exemple très précis, il serait trop long de vous le donner, mais qui est vraiment très très intéressant. Alors, étant entendu qu'il s'agit d'un travail qu'on peut considérer comme étant celui des femmes pauvres, à l'intention des femmes riches, après avoir fait leur ménage, elles iront leur louer leur ventre pour leur faire des enfants. Et c'est un travail comme un autre. C'est d'ailleurs bien comme ça que l'entend Pierre Berger, hein, la grande figure du mitterrandisme, qui dans une interview au Figaro disait ceci, je vous cite, « Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence ?» Nous avons bien là le portrait glaçant
d'un ordre social profondément problématique. Que dire enfin, vous allez me trouver complètement réac, mais c'est pas grave. Que dire enfin de cette nouvelle revendication que l'on nomme pompeusement aujourd'hui assistance sexuelle, revendiquée d'ailleurs au passage par des hommes, revendiquée là encore comme un droit, un service quasi public. Les handicapés devraient avoir droit à l'assistance sexuelle. Alors moi je vous pose la question, quid de toutes les populations qui, pour d'autres raisons que le handicap physique, comme l'exclusion sociale ou le grand âge, n'ont pas l'usage plein et entier du libre exercice de leur sexualité. Voilà, moi je trouve que là on est en plein débat. Alors je dirais qu'il est bien difficile de savoir raison garder dans ce climat de confusion généralisée qui nous pousse du côté de la régardise ou de la droite réactionnaire, dès lors que nous ne reconnaissons pas comme une révolution émancipatrice ce qui n'est qu'une dérégulation morale et symbolique. Il n'y aurait rien de plus moderne que cette conception du corps dissocié, de cet être clivé entre corps et subjectivité, position qui autorise toutes les dérives marchandes, puisqu'elle consiste à concevoir un individu particule aux fonctions atomisées, autonomisées, de manière à ce que le corps sexué puisse être exploité dans toutes les combinaisons possibles. En fait, on a affaire maintenant à un marché ambulant de pièces détachées. On ne peut pas ne pas penser à ce que dit Kant du principe de dignité. Tout a un prix. Tout a ou bien un prix, ou bien une dignité. On peut remplacer ce qui a un prix par son équivalent. En revanche, ce qui n'a pas de prix et donc pas d'équivalent, c'est ce qui possède une dignité. Nous sommes bien au cœur de la logique économique libérale de chosification du corps et de marchandisation du vivant en général. Et l'on remarquera ce mouvement de balance qu'il y a entre le symbolique et l'économique. Plus on va vers une satisfaction des droits, des revendications d'ordre privé, des revendications que j'appelle sociétales, plus on restreint les droits sociaux dans le champ du travail. Tandis que d'un côté on flatte l'individu replié sur le calcul égoïste de ses intérêts particuliers, de l'autre, on attaque l'individu social, emblématique de l'intérêt général. Donc voilà qui introduit ma seconde partie, toujours le management, le travail, et la crise de sens induite par la révolution managériale qu'il subit, et je prendrai l'exemple de ce qui se passe en ce moment dans les services publics. Je suis régulièrement cette question depuis 2007, puisque j'ai commencé à faire un travail d'enquête sur le démantèlement des services publics, à partir du moment où Nicolas Sarkozy, a mis en place ce qu'on appelle la révision générale des politiques publiques. Alors j'ai enquêté à l'Éducation nationale, à Pôle emploi, à l'ONF, l'Office national des forêts, quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, mais en fait il y a une véritable crise, un véritable démantèlement de l'Office national des forêts. Je suis allé dans les hôpitaux évidemment, Pôle emploi, EDF, la CAF et la police. Alors je voudrais d'abord revenir sur la mission des services publics. Il faut vraiment avoir en tête quelle est leur mission. Il s'agit de donner aux individus égalité d'accès aux services publics, que soient la santé, la justice, la police, l'éducation, l'énergie, et d'assurer aux citoyens un minimum de droits sociaux et de protection nécessaires à l'exercice de leur citoyenneté sociale et au maintien de leur dignité d'homme. Et c'est parce qu'ils échappaient jusque-là aux lois du marché qu'ils pouvaient précisément garantir l'intérêt général et répondre aux besoins sociaux. Alors, quelques mots, je vais revenir quand même quelques mots sur l'architecture de la réforme telle qu'elle s'est mise en place depuis une trentaine d'années maintenant. Vaste opération de dérégulation initiée par Bruxelles, mise en musique par Mitterrand, on n'a jamais autant privatisé que sous Jospin, puis radicalisée par Sarkozy en 2007, sous le nom de la RGPP, qui est devenue, chacun son acronyme, qui est devenue sous François Hollande la MAP, Modernisation de l'action publique. Alors, après les privatisations rampantes qui ont transformé France Télécom, La Poste, EDF, GDF en entreprises commerciales, le désengagement de l'État se poursuit aujourd'hui par leur libéralisation.
Comment? Externalisation d'activités vers des opérateurs privés. On connaît tous les marchés, marché de la santé, marché scolaire, marché de l'énergie, marché postal. Et surtout, changement radical de paradigme dans les finalités et le fonctionnement des services publics par la recherche de la rentabilité. Et donc, comment ça va s'opérer? Par une réduction absolument drastique des coûts en personnel. Les syndicats parlent de 500 000 emplois supprimés à l'horizon 2014, déjà 50 000 supprimés dans les hôpitaux. Il s'agit de quoi? Il s'agit de faire fonctionner les services publics comme des entreprises privées. Alors cette réforme, elle est imposée en vertu de deux postulats. La libéralisation est la seule manière de produire de l'efficacité, et là on a affaire à véritablement un dogme religieux, selon lequel il n'y a que l'efficacité, il n'y a que la compétition et la concurrence qui peuvent faire fonctionner les activités humaines. Deuxième postulat, la réduction de la dépense publique est le seul moyen de résorber la dette. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas penser à la stratégie du choc telle qu'elle est expliquée par Naomi Klein, selon laquelle l'existence d'une crise, en l'occurrence là pour ce qui nous concerne, la crise du déficit, est délibérément utilisée par le pouvoir pour mettre en œuvre des réformes économiques néolibérales qui, sans cela, auraient été impossibles. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'en finir avec l'État-providence. Nous avons bel et bien affaire à une révolution néoconservatrice, s'attaquant au système de valeurs qui fonde notre République sociale, notre pacte républicain, hérité du programme du CNR, Conseil national de la résistance, qui était traversé par cette grande idée développée par Suppiot, selon laquelle il ne peut pas y avoir de paix durable sans justice sociale. Alors, dans cette logique de dérégulation, il faut bien avoir en tête ça, va être combattu tout ce qui fait obstacle, c'est-à-dire les statuts, une attaque des statuts comme jamais. Par exemple, à Pôle emploi, 70% maintenant des agents sont passés au droit privé, parce qu'ils ont tellement voulu attaquer les contrats de droit public qu'ils ont mis des primes très intéressantes à l'occasion. Donc 70% des agents de Pôle emploi ont accepté de passer en droit privé, mais au prix finalement de la paix sociale. Parce que maintenant, ils la bouclent, ils ne sont plus protégés. Et alors aussi, attaque des syndicats, parce qu'il faut savoir que les services publics étaient jusque-là le noyau dur du syndicalisme. Alors, venons-en au bras armé de cette révolution néoconservatrice, le management. Que moi, je dirais, s'il fallait le résumer, qui est une guerre lancée contre l'humanité des agents et contre le vivre ensemble. Alors, son mode opératoire est l'application d'un management importé du monde anglo-saxon, des multinationales anglo-saxonnes et japonaises, qui a été élaboré par l'école de Chicago, Milton Friedman, on connaît tout ça, et dont les formes varient au gré de la créativité des cabinets d'audit qui sont convoqués au chevet de la réforme de l'État. L'essentiel est donc la réduction des coûts. Et on sait, l'utilisation qui, par exemple, a été faite de la terreur, le management par la terreur. Maintenant, ça se calme un peu parce que quand même, c'est insupportable. Mais à France Télécom, je ne vous rappelle pas le nombre de suicides qu'il y a eu à France Télécom, suicide très important qu'il y a à la Poste aussi en ce moment, et à l'ONF. Alors, entrons dans le détail de ces managements, parce que c'est là que vous allez voir comment s'opère l'attaque de l'humanité des agents, l'attaque de sens. Alors, c'est le New Public Management, qui a été donc mis en place par Thatcher, Bush, dans les années 80, qui est véritablement l'organisateur du chaos. Pourquoi je dis chaos? Parce qu'il désorganise de manière extrêmement rationnelle et technocratique les missions de service public qui vont s'articuler autour de concepts destructeurs de leur philosophie. L'obsession du chiffre, tu en parlais tout à l'heure, le chronométrage. Alors l'obsession du chiffre, c'est cette cantophrénie, terme inventé par l'américain Sorokin, qui consiste à réduire l'activité humaine à des actes techniques, chiffrés, chronométrés. On va donc remplacer ce qui compte, CE, par ce qui se compte, SE. Autrement dit, c'est bien, je fais l'orthographe en même temps. Autrement dit, à remplacer l'acte humain par l'acte comptable. Et pour soutenir cette activité, le management va activer la concurrence de tous contre tous. Comment? À travers l'individualisation des parcours professionnels, que sont les évaluations et les primes. Une autre méthode, le benchmarking,
a pour fonction, lui, d'organiser cette compétition, cette mise en concurrence. Comment? Eh bien, c'est-à-dire qu'il compare les résultats de chaque salarié. Alors, par exemple, dans les agences, dans la police, dans les commissariats, il y avait, par exemple, des affichettes montrant le nombre d'interpellations réussies par chaque flic. À tel point qu'ils étaient, dans mon bouquin sur la police, je montre comment la politique du chiffre était arrivée à faire en sorte qu'ils fabriquent l'infraction pour faire du chiffre, dont dépendent les primes. C'est un véritable outil de désagrégation du collectif et d'attaque déontologique, puisque cette méthode se révèle être aussi une invitation de fait à la vente forcée. Par exemple, à EDF, à France Télécom, ils sont quelquefois amenés à vendre des abonnements Internet à des gens qui n'ont pas d'ordinateur. J'ai montré, ou par exemple à EDF, de vendre des diagnostics gaz à des gens qui entrent dans des appartements tout neufs. Voilà, c'est vente forcée et tricherie. Deuxième type de management utilisé, ce qu'on appelle le lean management. Lean, en anglais, veut dire gras. Donc, ça va consister à faire la chasse au gras. La chasse au gras, c'est la chasse au gaspillage du temps dit mort. Alors, ça vient de Toyota, qui a mis ça au point sur les chaînes de montage, qui consistait à réduire ce qu'ils considéraient comme temps improductif, c'est-à-dire les temps de déplacement, les gestes inutiles, mais qui en réalité étaient les moments où les travailleurs soufflaient, pouvaient organiser leur rapport au travail. Et appliqué au service public, ça donne quoi? Ben, ça donne précisément la chasse au temps de la relation, au temps subjectif, le temps d'écoute, le temps non évaluable. Mais on va pourtant découper les gestes de l'agent en quantité évaluable, c'est-à-dire le temps d'accueil, le temps d'entretien, le temps de constitution d'un dossier. Par exemple, à la CAF, ils ont 2 minutes pour répondre à un appel téléphonique. Ils ont, à Pôle emploi, 20 minutes et pas plus pour constituer un dossier. À l'hôpital, il y a eu des tentatives, des audits ont été convoqués pour chronométrer les temps de pose de cathéter, de pose de prise de sang, qui ont été toutes repoussées par les syndicats. Alors, pour plus de rentabilité aussi, le travail est déspécialisé. Condamnés à la polyvalence, les agents sont déprofessionnalisés. Par exemple, des monteurs électriques, EDF, se retrouvent sur des plateformes téléphoniques à vendre des diagnostics gaz. À Pôle emploi, les ex-ANPE, puisque vous savez que Pôle emploi, c'est la réunion de ACD et ANPE, deux cultures de métiers, et 2 métiers extrêmement différents, eh bien les ex-ANPE vont faire de l'indemnisation, alors que l'indemnisation, ça prend 2-3 ans. D'où, résultat, des erreurs. Bon, il y a eu beaucoup de résistance, je vais vous expliquer un petit peu sur quoi ont porté les résistances. Donc beaucoup d'agents de Pôle emploi ont dit on ne peut pas faire de l'indemnisation, on n'est pas formé. Ben, ils posent la question en haut lieu, on dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va répondre aux gens? Et on leur répond ben, vous serez en situation apprenante. Alors quand on décortique ces techniques telles qu'elles sont appliquées au service public, on se rend compte que leur effet, si ce n'est leur but, est clairement de restreindre dans une même politique d'étranglement des effectifs et de désorganisation des métiers, à la fois la capacité d'action des agents et la capacité d'accès des usagers. On a véritablement le sentiment que le public est sorti de la préoccupation des décisionnaires. Et on voit d'ailleurs comment au fil des années, l'usager est réduit à un flux et dématérialisé à travers sa mise à distance, quitte à le décourager de se déplacer. On ferme les hôpitaux de proximité, on ferme les bureaux de poste, on ferme les agences EDF, on ferme les agences de Pôle emploi, on les regroupe. On regroupe celles qui restent le plus loin possible des centres-villes. On remplace les guichets par les plateformes téléphoniques. C'est bien l'organisation de l'éloignement de l'usager qui est mise en place. Alors, évoquant ce qui se passe... J'ai combien de temps? 10 minutes. Évoquant ce qui se passe en ce moment dans la société française, Jean-Paul Delevoye avait parlé, Jean-Paul Delevoye qui était l'ex-médiateur de la République, qui est aujourd'hui président du Conseil économique et social, il avait parlé de crise du regard. Et moi, ça m'a fait... et il parlait de cette dépression collective et il définissait le mal vivre de tous, parce qu'il appelle justement la crise du regard. Et cette question du regard, moi, elle m'a paru évidente dans tout ce que j'ai observé,
Et ça me fait vraiment penser à ce que dit Lévinas dans Éthique et Infini, il dit, du visage. Il dit, c'est par le visage que se révèle la rencontre d'autrui et sa vulnérabilité, et solidairement celle du sentiment de ma responsabilité envers lui. Et sans vouloir faire de comparaisons hasardeuses et contre-productives, je voudrais quand même rappeler comment les nazis avaient réglé cette question décisive du regard dans l'organisation de la solution finale. Eh bien, il fallait l'éviter. Il ne fallait en aucun cas que les yeux du bourreau ne rencontrent ceux de la victime. Et ce décryptage troublant a été mis en évidence par François Emmanuel, je regarde Jean-Pierre parce que c'est un belge, dans son livre La question humaine, dans lequel il explique comment il voit surgir à travers la violence des nouveaux managements le spectre de l'organisation technocratique génocidaire du Troisième Reich. Et alors cette déshumanisation, elle passe bien entendu par le langage. Il s'agit de cette novlangue managériale, tout le monde la connaît, qui est une opération vraiment d'essorage des mots. On ne parle plus que gain d'emploi, gisement d'efficience, levier de modernisation, gouvernance, outils de gestion, process, ressources humaines, on en parlait ce matin, manager, gain de productivité, back-office, front-office, performance étant le mot-clé. On parle de... Alors c'est aussi un vocabulaire qui euphémise le langage. On parle de qualité de service, alors que c'est le service qui se dégrade. On pense évidemment à Orwell, ses travaux, et aux travaux de Victor Klemperer sur la langue du Troisième Reich. Où il montre comment les mots répétés en boucle finissent par s'insinuer dans la chair et le sang du plus grand nombre. Alors il découle de cette situation une souffrance multiforme pour les agents. Une souffrance qui est liée aux conditions de travail, bien sûr, mais aussi au contenu du travail. Les agents vivent une même expérience de dépossession de leur identité professionnelle, de leur intelligence, du sens de leur travail. Ils ne comprennent plus où ce management les emmène. De leur valeur, c'est leur mission qui est attaquée. Ils sont en situation de devoir mal travailler, ça c'est terrible. Ils sont en situation de faire mieux avec moins, ce qu'on appelle les injonctions paradoxales. Il n'y a rien de plus fou que de vous obliger à travailler dans ces conditions. Consommation de psychotropes, absentéisme, sans parler des suicides, l'ultime résistance retournée contre soi. Alors je dis que cette souffrance générée est tout à fait nouvelle, c'est une souffrance que moi j'appelle éthique. Pourquoi éthique? Parce que le mot renvoie à l'autre, parce qu'il place d'emblée un sujet qui agit devant la question de l'autre. Et cette organisation du travail met l'agent en situation de devoir gérer, en fait, la désorganisation et le chaos. Parce que c'est lui qui éponge la colère, le désarroi des usagers. L'agressivité est devenue la règle. Il faut bien comprendre ce qui fait la spécificité des agents de service public. C'est qu'en fait, ils sont en position de devoir appliquer des réformes qui vont de fait modifier les conditions d'accès aux droits sociaux de leurs concitoyens. Quand ils reçoivent des demandeurs d'emploi, ils ont des vies entre les mains, des vies qui peuvent basculer. On l'a vu d'ailleurs avec ce chômeur qui s'est immolé devant une agence de Pôle emploi. Alors, je dirais que pour beaucoup, cette déshumanisation induite par la déréglementation des services publics fait exploser le cadre moral, pour reprendre l'expression d'Hannah Arendt, elle fait exploser les normes coutumières. Car lorsque, délibérément et pour des raisons comptables, les personnels hospitaliers sont mis en condition de sous-effectif pour soigner leurs patients, lorsqu'on ne les entend pas, lorsqu'ils dénoncent les conditions de travail qui mettent tout le monde en péril, lorsqu'on demande aux forestiers de couper des arbres, de surexploiter la forêt, simplement pour faire entrer des sous, absolument au détriment du cycle de la nature, quand les conseillers de Pôle emploi sont mis en situation de ne pas pouvoir répondre aux demandeurs et de les induire en erreur, quand on leur demande de se mettre en mode dégradé, faute de moyens pour travailler, quand on les incite à la tricherie, et j'en passe, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que les agents ont le sentiment que leur hiérarchie se place en dehors de ce faisceau de règles collectives, qu'elle n'a plus le souci de l'intérêt général, ne partage plus les valeurs communes, ces principes moraux universels qui nous dictent notre responsabilité et notre action. Mais l'ultime perversion du management, s'ils deviennent fous, s'ils craquent, c'est de leur faute. C'est pas du tout la faute à l'organisation du travail. C'est parce qu'ils sont fragiles, c'est parce qu'ils sont réfractaires au changement. L'invention diabolique des risques psychosociaux va consister à les rendre responsables de leur souffrance au travail. Et c'est ainsi qu'on va les diriger vers des psys
Décidément, les psys, hein. Ils se rendent. Donc les psys qui auront pour fonction d'éponger leurs plaintes. Et vraiment, un nouveau marché est en pleine expansion, qui est celui des cabinets privés, qui recyclent la souffrance au travail. Plus de 4000 psychologues et psychanalystes sont en ce moment au chevet des entreprises pour éponger la souffrance des salariés. Alors, participent-ils pour autant à l'exonération de la responsabilité des entreprises dans l'organisation du travail? Bon, certains psychologues que j'ai interviewés m'ont dit qu'ils incitaient les gens à la résistance. Je veux bien. Alors, comment résister à cette perversion? J'en viens à la dernière partie de mon intervention. La question de la résistance. Bon, ça ne vous aura pas échappé que j'ai utilisé, donc que j'ai emprunté au titre de la pièce de Brecht, La résistible ascension d'Arthur Holm. Alors moi, si je vais faire la savante, je vais utiliser un mot allemand. Der aufhaltsame Aufstieg des Arthur Holm. C'est-à-dire qu'il invente, Brecht invente un mot qui n'existe pas en français non plus, hein, résistible, pour dire que, en fait, l'avènement d'Hitler n'était pas forcément, n'était pas inéluctable. Parce que oui, donc ça ouvre sur la possible résistance qu'il y a dans les services publics. Effectivement, il y en a une. Des agents qui résistent, des syndicalistes surtout, mais pas seulement, hein, des gens ordinaires, comme dirait Orwell. Et pour expliquer le passage en résistance, j'emprunterai à Christophe Dejour sa définition. Le problème de la résistance se pose quand une méthode d'organisation, de domination par l'organisation du travail, commence à dériver par rapport aux valeurs. Tous, bien sûr, ne résistent pas, hein. Encore faut-il avoir conscience de cette dérive par rapport aux valeurs. Dejour a parfaitement bien énuméré les résistances à la résistance. Hein. Il y a la fuite, le clivage, l'adhésion, l'acrasie, cette faillite de la volonté. On voudrait résister, mais on n'y arrive pas. Et tout dépendra de l'existence ou non d'un collectif pour convertir en action cette colère. La résistance interviendra dès lors que les agents auront la conviction qu'ils peuvent faire quelque chose de ce qu'on leur fait. Alors certains désobéissent ouvertement et collectivement, le proclamant haut et fort. Ça a été le cas des enseignants qui, en 2009, ont écrit à leur inspecteur d'académie en conscience je refuse d'obéir. Ils refusaient les évaluations, le fichage des élèves. D'autres agissent de manière souterraine, à travers des micro-résistances. Ils vont utiliser des stratégies de freinage, de contournement, de ruse pour, par exemple, faire en sorte qu'il y ait le moins de radiation possible. Et pour étudier depuis maintenant 6 ans au plus près du terrain l'évolution de ces pratiques de résistance, je dirais que j'en suis venu à cette conclusion, à savoir que maintenant dans les services publics, le fait même de vouloir faire son métier, juste son métier, c'est déjà résister. Pour bon nombre d'agents les plus conscients, un des actes de résistance consiste déjà à refuser la langue managériale. Car comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et le refus d'appeler les demandeurs d'emploi des clients, par exemple, est un acte de résistance. Pourquoi? Parce que c'est un acte politique, d'abord de réappropriation du langage, et c'est le fait de dire aussi à la direction, vous ne m'aurez pas, nous ne sommes pas dupes, nous résistons. Et c'est une manière aussi de se protéger. Alors toutes ces actions sont une manière de reprise de sens du métier, mais aussi du maintien de leur humanité et de celle des usagers. Ils tentent de ne pas perdre contact avec eux-mêmes, de conserver cette intégrité que Hannah Arendt définit dans les questions de philosophie morale comme la capacité de penser et de se souvenir. Dernier mot sur les syndicats, parce qu'évidemment, face à cette dimension perverse des nouvelles organisations du travail, hein, qui fait passer donc la charge, l'extérieur de la contrainte sur l'intérieur, hein, c'est une charge psychique dont il est question, bien les syndicats sont très dépourvus. C'est quelque chose de nouveau pour eux. Donc ils ont du mal à s'adapter, de trouver des réponses adaptées à ce qu'il faut bien l'appeler pour eux aussi une crise du sens. Hein. Il n'en demeure pas moins que moi je salue l'action de tous ces salariés, syndicalistes ou pas, qui résistent aujourd'hui pour défendre leur métier et qui en défendant leur métier, défendent le vivre ensemble et défendent nos valeurs. Mais franchement, je les trouve, moi, bien seuls et bien abandonnés dans leur lutte.
et notamment par ceux qui pourraient leur apporter ce surplomb de légitimité démocratique et peut-être qui pourrait leur apporter aussi cet apport en termes de capital de savoir et de visibilité médiatique. Je parle du manque d'articulation entre la sphère intellectuelle et le mouvement social. Et c'est Enzo Traverso qui parle, dans son bouquin Où sont passés les intellectuels, il parle d'une rupture considérable entre intellectuels et mouvements sociaux. Alors on me rétorquera que les intellectuels critiques sont frappés d'invisibilité médiatique. C'est vrai. C'est vrai, la scène médiatique est saturée par les penseurs officiels. Problème. Alors bon, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à Bourdieu en 1995, allant à la gare de Lyon au moment des grandes grèves de novembre-décembre 1995, et il allait auprès des cheminots de la gare de Lyon et il leur disait ceci, que je vais vous lire. Je suis ici pour dire notre soutien à tous ceux qui luttent contre la destruction d'une civilisation associée à l'existence du service public, celle de l'égalité républicaine, des droits, droit à l'éducation, à la santé, à la culture, à la recherche, à l'art, et par-dessus tout au travail. Et je dirais que, moi, en ce qui me concerne, je dirais que Bourdieu nous manque aujourd'hui dans le paysage social.